Alors petit, oui, parce que j'ai fait des études en industrie graphique. Et donc j'ai commencé à l'âge de 16 ans par plaisir à faire un journal dans mon village. Puis ça a grandi gentiment en s'étendant. Et puis pour dire que c'est devenu un périodique qui paraissait toutes les 3 semaines et qu'on tirait à 11 000 exemplaires, ce qui est déjà pas mal. Et les parents avaient une bibliothèque déjà à la maison? Pas du tout. Je suis né dans une famille d'agriculteurs et donc d'où vient mon enracinement en Ardennes. D'accord, oui, oui. Le château toujours? Le château, exactement, oui, tout à fait. Et, pas un petit patelin à côté? L'Onglier. Ah ben c'est là-bas que vient mon ancien patron, Kemp. Ah oui, sa famille était toujours là, tout à fait. Je pense qu'il avait, exactement. Il avait toujours son frère. Je suis né à l'ancienne maternité, à l'Onglier. Il y a encore, je crois, trois autres bébés qui sont nés derrière moi. Et puis, on a changé d'époque. Donc déjà tout jeune, tu avais l'idée, enfin l'envie de... Ah oui, ça vient de loin, en effet, tout à fait. Et puis l'envie de faire des livres s'était exprimée, visiblement de façon de plus en plus nette. Et c'est le docteur Cécile Boly, avec qui j'ai fait plusieurs publications, et qui était déjà auteur d'une douzaine de livres, si je me souviens bien, qui, vers l'année 2000-2001, est venu frapper à la porte en me disant « Olivier, on a quelque chose à faire ensemble, je te propose de faire un livre », et c'était un manuel de soins palliatifs. On était vraiment au début de l'arrivée des soins palliatifs en Belgique. Et là, tu as déjà après le service militaire, là. Après le service militaire, donc... déjà après le service militaire. Alors j'ai même fait mon service militaire à l'ETBL à Stockholm, dans le service repro. C'était... L'ETBL, c'est la direction des blindés, légers et lourds. Les léopards et les légers, donc j'étais chez les cavaliers, les rikis exactement. Et pour quelle année? C'est amusant, et je me suis encore retrouvé dans la section repro imprimerie, et ça ne me lâchait pas. C'était en quelle année ça? Là on est en 95, 6, quelque chose comme ça. C'est en 1970 que j'étais arrivé. Ah voilà, une grande différence. Oui, tout à fait. Ouais. Là j'arrivais, d'accord. En 70 tout rond, moi. Voilà. Et après le service militaire, donc, tu remets les pieds à l'étrier, quoi. Exactement, oui. Mais que j'ai jamais vraiment quitté. Hein, puis d'emblée, je suis rentré dans le monde de l'imprimerie, l'édition, et puis je me suis mis indépendant, puis est arrivé le livre très vite, je me suis mis indépendant. Donc Oui Riche existait déjà très tôt. Donc. Très tôt, oui. On a commencé nos premiers bouquins 2001-2002. Donc ça fait du chemin. Comment on peut dire non à un auteur? Dire non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile parce que, de toute façon, enfin, tout auteur qui vient frapper à votre porte attend un oui, espère un oui. Et fatalement, quand vous lui dites non, il est déçu. Et vous en décevez plus que vous en rendez heureux, en fin de compte. Hein. Mais on attend aussi d'un éditeur qui fasse les bons choix et qu'il accompagne ses auteurs. Donc, il faut apprendre à dire non. Et les grands choix, quels ont-ils été dans le livre d'images, le livre historique, le roman? Comment se sont fait les différentes sélections? Alors d'abord, c'est un choix de faire naître des collections, et avec les premiers ouvrages, de les tester. D'emblée, je suis allé vers le livre illustré, sans doute en raison de mon parcours. D'accord. Hein, et j'ai essayé d'ouvrir des collections qui puissent développer une activité, des collections qui ne se fassent pas concurrence et qui développent un volume d'affaires qui permettent de créer une maison d'édition et de la renforcer au fil du temps, des compétences dont elle a besoin pour qu'elle ait une certaine autonomie. Photographe aussi? En externe, hein? Oui. Moi je fais... Par passion? Oui, voilà. Plus par dilettante, on va dire. D'accord. Voilà. Des auteurs locaux? Alors ça a commencé par des locaux régionaux luxembourgeois, puisque d'emblée on a fait des publications sur l'Ardenne. On avait tous les matériaux et toutes les bonnes personnes, alors qui mieux que les Ardennais pour parler de l'Ardenne. Donc ça a bien démarré, ça s'est lancé de façon agréable, et puis on a eu ce qu'on appelle une bonne étoile qui nous a permis de publier un ouvrage dont d'ailleurs avec l'auteur on a fait une présentation à la Banque nationale aujourd'hui, presque 20 ans après, parce qu'il est pensionné et qu'il est invité par son employeur à présenter ses travaux. Et donc j'ai rencontré Yann de Plus par l'intermédiaire du service culturel de l'abbaye,
au service du service culturel de la province de Luxembourg au palais abbatial de Saint-Hubert. Et dans le cadre des commémorations du circuit des Ardennes, je l'ai rencontré parce que la plaque émaillée était sollicitée pour faire des plaques souvenirs pour le fameux circuit des Ardennes. Ils organisaient parallèlement une exposition. J'ai rencontré Yann de Plus avec qui on a mis en œuvre un livre sur la plaque émaillée belge. Que j'ai reçu à l'époque, mais pas de chez toi. C'était un Jean-Claude Jouret. Oui, exactement, qui était à l'époque directeur d'émaillerie. Et qui enseigne à l'ICHEC. Exactement. D'accord. Et donc cet ouvrage a connu un beau succès et ça nous a permis de constituer un capital qui a permis à la maison d'édition et qui reste un ouvrage toujours de référence aujourd'hui. Oui, d'accord. Et Marie Belge qui a déménagé, je pense. Oui, aujourd'hui elle n'est plus dans l'immeuble initial des années 30. Elle n'était pas le long du canal à un moment donné? Oui, c'est ça. Enfin, un peu plus haut que le canal. Hein. Oui. Un peu plus haut que le canal. Non, parce que l'autre jour, j'étais je ne sais plus où, du côté d'Anderlecht, par là. Oui. Il me semble que j'ai vu Marie Belge là-bas maintenant. Oui, ils ont déménagé. Je ne saurais pas dire exactement, mais l'entreprise a été reprise. Je pense que ce sont des jeunes entrepreneurs. Deux choses. Quel est le meilleur souvenir et quel est le plus mauvais souvenir? Allez, le plus mauvais. Allez, non, d'abord, j'ai plein de bons souvenirs. J'en ai vraiment beaucoup. Mais le flop alors? Le flop... Le truc qu'on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'éditer ça? Oui, pourquoi ça n'a pas marché? Ça, c'est certain, oui. Mais on le découvre toujours après, parce que quand on publie, c'est qu'on est convaincu. Voilà, pourtant on y croit. Donc, c'est qu'on a posé une mauvaise analyse, hein, ou on a publié au mauvais moment, ou l'auteur n'a pas été dans le coup. Et donc, un échec, c'est souvent source de questionnement, plus que de réponse. Contrairement à une réussite, parce qu'une réussite, ça confirme qu'on a eu une bonne analyse, on a eu une bonne intuition, on a fait un bon travail, et donc ça récompense un travail bien fait. Un échec, c'est un doute. C'est souvent triste, parce qu'on cherche souvent la réponse longtemps à cette question. Et les bons souvenirs, c'est par exemple les 10 ans de la maison d'édition, parce qu'on avait rassemblé nos auteurs, nos amis, nos collaborateurs. C'était un moment émouvant, qui reste un souvenir vif dans l'entreprise. Et puis un autre très bon souvenir, c'est la découverte du Congo, avec ma rencontre avec Alain Huard, qui me permet de nourrir une belle collection et qui me permet d'aller dans ce pays 3-4 fois par an. Et donc ça reste un très bon souvenir qui se nourrit tout le temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est très plaisant. Une belle roue qui roule toujours. Exactement. D'ailleurs j'en viens, là je suis rentré hier. D'y avoir passé 10 jours. On développe une collection qui présente le Congo contemporain. Et on a multiplié les formats, pas très nombreux, un format illustré, un format poche, et puis 2 romans d'Alain Huard, parce qu'on souhaite proposer des ouvrages qui soient accessibles aussi aux Congolais, les Congolais qui ont besoin aussi de livres qui montrent leur pays, parce qu'il est fabuleux et ils le connaissent mal, et donc il faut le faire connaître. Et puis nous Belges, on n'a pas à l'esprit la grandeur de ce pays, sa taille qui est immense, qui est si on le compare à l'Europe qui ressemble très fort, et donc là on se rend compte que la taille de la RDC est un pays immense, un sous-continent, où les enjeux sont extrêmement nombreux. Là, il y a un enjeu qui est très important, c'est la préservation de la forêt, et il faut s'éveiller à cela rapidement, d'urgence. Et notre collection, la plume du coq. Alors on a une belle collection, qui est née presque à l'occasion des 10 ans. J'avais sollicité Alain Bertrand et Christian Libens pour développer une collection littéraire. J'estimais que nous n'avions pas les compétences dans la maison d'édition pour le faire de façon autonome. Et c'est à la suite d'une réflexion et de travaux menés avec nos amis Christian et Alain Bertrand, qu'a vu le jour cette collection, et qui est toujours dynamique, et qui voit cette année une nouvelle publication. On a mis à l'honneur Christian, là, qui quitte la promotion des lettres. Il est arrivé à l'âge de la pension, il se rend disponible, et je dis, après 40 ans de bons et loyaux services pour la promotion du monde de l'édition, et puis 10 ans la collection Plume du Coq, on peut lui faire ce cadeau. Et il écrit aussi. Il écrit, oui, voilà, c'est aussi le cadeau de cette publication, voilà. de publier ce recueil de textes de grande qualité. Voilà. Et puis à côté de lui, on vient de publier le premier roman de Bernard Capras. Bernard Capras qui a été
gouverneur de la province du Luxembourg, et qui publie là un bel ouvrage qui fait le récit d'une aventure incroyable, d'une jeune fille qui se prend passion d'un jeune officier allemand, et qui va devoir lutter pour sa liberté. C'est vraiment ça, lutter pour sa liberté, que ce soit sa liberté familiale, de se libérer de cette tâche ménagère qu'on impose aux jeunes filles dans leur famille, et puis avoir une vraie vie sociale, une vie professionnelle, découvrir le monde, et puis vivre même des amours interdits, en fin de compte, il s'agit de cela. Comment découvre-t-on ce personnage, cet écrivain? C'est lui qui vient? C'est toi qui le sollicites? Bernard avait déjà publié, mais pour le théâtre, et donc il est venu frapper à la porte en disant « j'ai quelque chose à te proposer ». Je l'ai lu, et dès que je l'ai lu, j'ai dit ça va intéresser nos lecteurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On l'a fait travailler. Ça passe quand même par un comité de lecture? Ou bien... Alors, la collection Plume du Coq est lue par les deux directeurs actuellement, Nausicaa Dewey et Christian Liebens. Ils font une sélection et on se voit 1 à 2 fois par mois, on discute de leur sélection, je les valide ou alors je leur renvoie à leurs études, et puis on publie une fois qu'on estime que le texte est prêt. Tirage? Tout dépend de l'auteur, tout dépend... Oui, ça dépend de l'auteur, mais en moyenne c'est 600 exemplaires. Oui, c'est déjà beau. C'est déjà bien, mais je veux dire, on a un peu réduit parce qu'on était plutôt à une moyenne de 800, et on vend en moyenne 450 à 550 exemplaires pour l'ensemble des titres. Il y en a qui sont allés plus haut. Bernard Coeur, qui a fait Les Étoiles de l'Aube, il est tout proche de ses 3000 exemplaires. Il avait reçu le prix des lycéens. Alors évidemment, c'est un booster, mais sur quelques-uns, il est passé le cap des 1000 exemplaires. Il y a une autre belle collection, c'est le Polar. Alors oui, ça c'est une collection récente. Tout à fait récente, c'est sa 2e année, quoi. Voilà, tout à fait. Enfin, cette 2e année, non, on est dans la... On va vers le 1er anniversaire. D'accord. Puisqu'ils sont sortis pour l'été de l'année dernière. Et donc j'avais le souhait de... J'ai dit 2e année parce que je voyais déjà qu'il y avait un second tome. Oui, il y a une dynamique. Il y a le 2e tome de Francis Groff. Après... Comment? Et Ziska la Rouge. Ziska la Rouge, Christian Liebens encore. Et puis Francis qui vient d'en publier un 2e. Et c'est une petite collection qui, l'air de rien, fonctionne bien. Elle est bien placée parce que j'ai déjà fait un tour un peu dans quelques librairies. Voilà, bien placée, très visible aussi parce qu'elle a un look singulier, et voilà, c'est une collection qui, à mon avis, va faire son chemin. La distribution se fait par qui chez vous? Alors par nous. Irish a un service de diffusion, et donc on a notre équipe commerciale, et on va rendre visite à nos libraires, et on gère des expéditions à partir de notre stock. Ça représente combien de librairies en partie francophone en Wallonie? Alors on est à peu près à 80 clients qu'on sert en direct, et puis on a avec les MOOC une collaboration avec les AMP, où on met en place donc le MOOC 44, le MOOC Congo, et puis on va publier un MOOC qui s'appelle Mars. C'est un beau boulot. C'est un gros travail en effet. Et donc là on sollicite le service des AMP parce qu'il faut être dans les shops, le press shop, etc. Et donc mon propre service ne peut pas rayonner dans toutes les petites librairies, c'est pas non plus le choix de notre... Et sur les ventes directes, je vais dire style commande client en direct, ça fonctionne bien? Oui, tout à fait. On a un site web où on fait de l'e-commerce, et on voit chaque année une augmentation des ventes en ligne, et on prépare un nouveau site d'e-commerce pour la fin de l'année ou pour la rentrée. On va voir à quelle vitesse on sera prêt. Et donc je pense qu'on va encore faire un pas en avant important, parce que le site sera très fonctionnel et pourra répondre à davantage de demandes. Un beau site aussi, j'ai vu, c'est sur Wallonie-Bruxelles à Paris. Exact, tout à fait. Je vois que vous êtes bien référencié là aussi. Tout à fait, mais c'est un gros travail de rendre les livres visibles, les promouvoir sérieusement, et leur donner une accessibilité n'est pas toujours simple. Bon, une présence à la Foire du Livre, est-ce qu'il y a d'autres manifestations? J'ai entendu parler de marches prochainement, ou dans le courant de l'année. Il y a différents événements, mais celui qui prime, c'est la Foire du Livre. C'est la Foire du Livre, où on veut être assurément, on ne va pas là-bas pour faire un gros chiffre d'affaires, mais davantage pour
montrer notre travail, pour rencontrer les lecteurs, les clients, les amis, les libraires, les auteurs, les professionnels. Voilà. Pour nous, c'est un passage obligé, immanquable, au fil des années. Les contacts que vous avez avec l'enseignement, est-ce que vous avez des contacts privilégiés avec certains professeurs pour pouvoir... pour la collection, oui, pour la collection Plume du Coq et la collection La Traversée qui est conduite par Lire et Écrire en Luxembourg, qui est une collection destinée aux apprenants ou aux personnes qui reviennent à la lecture après des décennies d'abandon pour les raisons professionnelles, la charge de travail, etc. On oublie de lire et puis à un moment donné on a du temps et on s'installe davantage dans son fauteuil pour bouquiner et puis on se rend compte que oulala, lire c'est pas si simple. Eh bien, cette collection La Traversée est vraiment un marchepied pour retourner vers le livre, aller vers un texte facile. C'est semé, quoi. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, exactement. Et c'est une collection qui fait qui avance bien, qui fait son chemin, et qui, à mon sens, est fort utile. L'agenda d'un éditeur est rempli. Des voyages en Afrique. Exact. Quelques foires à préparer. Les foires, les représentations, les rendez-vous presse, les rencontres avec les auteurs, gérer l'entreprise. C'est je ne m'ennuie pas, non. Donc il faut un peu décentraliser parfois, donc Bruxelles, le château. Alors oui, on ne peut pas développer la maison d'édition en restant le château, ce n'est pas possible. D'accord. Les contacts presse se font ici, les contacts avec l'administration sont ici, les rencontres se font la plupart du temps ici sur Bruxelles ou international, ça passe par Bruxelles. Et donc l'avenir de la maison d'édition passait tôt ou tard par Bruxelles. Et donc on a maintenant un bureau ici en permanence à Bruxelles où je suis systématiquement la moitié de la semaine, généralement du mercredi au vendredi. Une grosse surprise en perspective? Écoutez, le MOOC qu'on publie ce mois de mars, qui s'appelle Mars d'ailleurs, il est consacré à l'exploration spatiale. C'est un projet qu'on mène avec l'ESA, avec l'aide de l'ESA. C'est à mon avis de l'innovation. Déjà, la production et l'édition de MOOC, ça demande de l'audace, ça demande des compétences, ça demande de la créativité. On l'a vu avec le MOOC 1944 qui connaît un beau succès, puisque ça ne se dément pas au fil des numéros. On est dans un tirage maintenant à 7000 exemplaires. Le premier tirage, on l'a fait à 6000 exemplaires, il n'y en a plus du tout, c'est vous dire. C'est pas mal du tout, puisque ça se vend en 18 mois, même pas. Donc ici, le premier numéro il est sorti il y a 1 an, donc on peut dire qu'en 12 mois, les bouquins sont partis, tout le tirage, qui est épatant. Une synergie avec Soir Mag? Alors on a une collaboration très régulière avec le Soir Mag. On a sorti une série de bouquins hors série, etc. en format poche. Et donc régulièrement on collabore avec l'équipe de Marc Passeger. Qui est un de vos auteurs. Tout à fait, oui, exactement. Et donc on a lancé une petite collection où Marc raconte ses histoires, puisque c'est un raconteur d'histoires talentueux. Je me souviens de ses premiers ouvrages que j'ai vendus, c'était donc ses balades ou ses promenades, de ses souvenirs à la côte belge. Exactement, qui est toujours disponible, il n'est pas publié chez nous, mais qui est toujours disponible, qui se vend fort bien d'ailleurs. Oui. Et je pense qu'il y en a un qui va sortir chez vous incessamment sous peu. Alors il y en a un qui est sorti récemment, sur des histoires amusantes, mais j'aime bien le côté histoire animaux, histoire dans le jardin, donc on sent que la collection est en train de prendre forme. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu me voir. Merci Willy pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne soirée. Également à très bientôt. Et on se verra très bientôt à la foire du livre. Rendez-vous à la foire du livre, bien volontiers. Rendez-vous visite.